Nous sommes ici en marge de la session des Nations Unies, ici à New York, où je vous reçois. Vous êtes également le président en exercice de l'Union africaine. D'abord, quelle est votre position sur les coups d'État et surtout le bras de fer CEDEAO Niger sur un possible usage de la force? Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview, puisque effectivement, il y a beaucoup à dire, mais j'espère qu'il y aura beaucoup à faire, parce que c'est les actes qui prévalent par rapport aux paroles. Effectivement, ce qui se passe au Sahel, c'est vraiment, bon, je ne dirais pas un scandale, mais c'est quand même dommage que pendant que l'Afrique, nous avons opté pour une ascension fulgurante, se faire entendre dans les états internationaux du monde, et que montrer que l'Afrique, effectivement, il a sa place, il doit être respecté, et qu'on fait cette recrudescence, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage ce qui se passe, bon, mais on n'a pas le choix, il faut le gérer, c'est à nous de voir que peut-être on n'a pas prévenu, parce que vaut mieux prévenir que guérir. Et justement, parlant de cela, j'aimerais avoir votre réaction suite aux propos du président guinéen, Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui même, à la tribune des Nations Unies, Mamadi Doumbouya qui a demandé aux dirigeants mondiaux de s'attaquer plutôt aux racines des coups d'État et non seulement de condamner les poutistes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Quelle est votre réaction? Bon, en fait, il vaut mieux prévenir que guérir. Il a raison. Mais quand quelqu'un est malade, il faut le guérir. Comment? Il ne faut pas le laisser mourir pour prévenir ceux qui ne sont pas malades. Donc là, il y a deux fronts. Effectivement, il y a une maladie, il faut s'attaquer à la maladie. Mais c'est vrai, il a raison, il faut prévenir. Et ça, effectivement, je pense qu'on s'est mis d'accord qu'il va falloir qu'on se voie pour essayer de voir quelles sont les mesures qui peuvent dissuader les gens de faire ça. Et n'attendre pas qu'ils le fassent pour qu'on prenne les mesures. Donc, effectivement, ce qu'il a dit, c'est compréhensible, même si ce n'est pas justifié, mais c'est compréhensible, qu'on a intérêt, puisque ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ça arrive là-bas, ça arrive ici, partout. Donc il va falloir qu'on prenne les mesures adéquates. Et moi aussi, j'ai proposé à ce que les mesures africaines, oui, mais maintenant nous avons une collaboration avec le monde entier. Donc maintenant, les mesures africaines, on va prendre, mais il va falloir qu'on voit comment les gens peuvent nous aider à ce que ces mesures-là puissent être appliquées. Donc voilà un peu en général. Bon, maintenant, ce qui se passe au Sahel, avec la recrudescence, ce qui est quand même dommage, surtout au Niger, où il y a eu des élections libres et transparentes, et tout le monde a accepté les élections. Et ce qui s'est passé, c'est quand même dommage que ça se passe comme ça. Quelle est justement la position de l'Union africaine pour un possible retour à l'ordre constitutionnel au Niger? Ben, la position de l'Union africaine, bon, nous, à l'ordre constitutionnel, c'est la règle générale. C'est la règle générale. Donc, au retour de l'ordre constitutionnel, c'est dommage parce qu'on ne voudrait pas que ça retourne. On voudrait que ça aille de l'avant. Voyez. Mais là, effectivement, on a fait ce qu'on appelle le changement anticonstitutionnel. Il va falloir plaider à l'ordre constitutionnel que ça retourne. Vous y croyez? En tout cas, je crois très fermement. En tout cas, ce n'est pas le premier coup d'État qu'il y a eu en Afrique. Il y a eu des coups d'État, mais finalement, on a réussi à mettre l'ordre constitutionnel et puis ça a continué. Donc, j'espère que ceux qui ont passé par là et qui ont continué de l'avant, ils ne vont pas revenir en arrière. Peut-on parler de l'entrée de l'Union africaine au G20? Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour le continent africain? Ça, c'est quand même un acte très fort. D'abord, sur le plan symbolique. Donc, l'Afrique a sa place dans ce qu'on appelle maintenant le multilatéralisme, là où les décisions se prennent. Mais le G20, c'est des décisions pas politiques, c'est des décisions économiques, socio-économiques. Et la ZLECAf qu'on a mis en place en Afrique maintenant, D'abord, que devient ce projet, la ZLECAf? là, on veut y aller dans une souveraineté économique. Et là, on ne peut pas être souverain économique si on ne fait pas partie des gens qui décident des décisions économiques. Le G20, c'est les puissances économiques du monde, et tout se décide là. Donc, effectivement, les absents ont toujours tort, donc il faut être là pour discuter. Non seulement on ne va pas plaider, on ne va pas faire de la mendicité, mais on va leur dire qu'en Afrique, nous avons des potentialités de toutes sortes, et que ces potentialités-là, dans un partenariat gagnant-gagnant, vous pouvez gagner, nous on gagne. On ne va pas rester comme aux années passées. On exporte le matériel brut, ils le transforment, ils nous vendent 10 fois, 20 fois, 100 fois plus cher qu'ils l'ont acheté. Mais si aujourd'hui, on dit que voilà, c'est notre potentialité, venez,
travailler en Afrique. Hein. Et s'ils viennent travailler là-bas, tout le monde va gagner. Mais surtout, nous aussi, il va falloir qu'on forme nos jeunes, qu'on encourage l'entrepreneuriat africain pour que les entrepreneurs africains, effectivement, ils puissent investir. Bien sûr, on aura besoin des autres parce qu'ils ont d'expérience et puis de l'expertise. Mais il va falloir encourager l'entrepreneuriat africain pour investir. Mais ces gens-là, ils vont venir investir. Et comme maintenant, nous avons un marché de plus de 1 milliard de francs, avant la fin du siècle, on aura 3 milliards. Donc, ceux qui vont produire en Afrique, il y a le marché d'abord. Donc, c'est à nous maintenant de produire, industrialiser et surtout transformer et stocker. Parce qu'avec les aléas climatiques, les sécheresses, les inondations, à un moment donné, effectivement, si on n'a pas de stock, on peut être exposé à la famine, aux pénuries, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, en ce temps-là, si on stocke, là, on a du matériel à vendre, on passe au produit fini, et lorsque malheureusement, ces aléas climatiques arriveront, mais au moins, on peut faire front à la famine, aux pénuries. Plusieurs dirigeants, lors de cette session des Nations Unies, ont parlé de la présence, ils ont demandé plutôt la présence effective de l'Afrique dans les instances décisionnelles sur le plan mondial. Comment comptez-vous vous battre pour ces réformes et cette présence de l'Afrique dans ces instances de gouvernance mondiale? Je pense qu'il ne faut pas baisser le bras. Parce qu'effectivement, notre acceptation au G20, c'est un bel exemple. Et puis surtout, bon, quand vous avez entendu les leaders qui étaient là, les puissances, ils sont d'accord. Donc ils sont d'accord à ce que l'Afrique ait sa place au Conseil de sécurité, bien sûr. Maintenant, c'est à nous, effectivement, de forcer pour que ça devienne une réalité. Comment allez-vous faire cela? On commence par un lobbying, par nos partenaires, un partenaire bilatéraux, par exemple le G20. On fait le lobbying aux pays, tous les pays européens étaient d'accord pour nous accompagner. Donc maintenant, il ne suffit pas de venir là, faire un discours, on veut, non. Maintenant, c'est à nous de voir, puisque tous ces pays-là, ils sont dans nos pays africains. Tout le monde est là. Donc c'est à nous de discuter de façon bilatérale. Maintenant, on fait l'économie, on fait le projet, mais on lui dit, écoutez, on veut que vous nous souteniez pour rentrer au Conseil de sécurité. Donc, comme ils ont dit oui, maintenant, c'est à nous maintenant de concrétiser ça à la réalité, en espérant que l'année prochaine ou dans 2 ans, ce sera une réalité. Peut-on nous intéresser à la situation dans votre pays, les Comores? Vous vous préparez bientôt pour les élections. Comment s'organise ce processus? Ça s'organise mieux. On fait au mieux. Donc, on a fait un dialogue par rapport à ces élections. On a appelé toutes les parties, l'opposition et la société civile. Même la communauté internationale nous a accompagnés pour qu'on voie, par exemple, les élections se passer et tirer les leçons. Donc, demander à tout le monde de dire qu'est-ce qui est mal passé, donc on corrige et voir comment on peut aller de l'avant. Mais de ce côté-là, heureusement, la communauté nationale accompagnée a accepté de nous accompagner. Donc, il y avait une opposition très rigide, mais maintenant, il y a d'autres qui ont accepté de venir. On a mis en place un conseil de concertation, un comité de concertation, opposition, société civile et pouvoir. Et là, on discute. Donc, il y a une feuille de route qui est tracée avec la communauté internationale, donc on voit comment on avance. Donc, ce qui est prioritaire, c'est effectivement que ce soit des élections libres et transparentes, et surtout qui seraient acceptées par toutes les parties. Bon, bien sûr, il y a des gens qui vont crier, mais si on fait au mieux et qu'on sait qu'on peut y arriver, donc je pense que... Et là, aux Comores, madame, nous avons un devoir. Nous avons un devoir parce que c'est un pays... qui a 48 ans d'indépendance, on a connu 24 ans de coup d'État de Bob Denard. Et depuis 2000 jusqu'à maintenant, nous sommes dans une ascension démocratique. Il y a des élections qui se passent. En fait, les changements sont toujours constitutionnels, pas anticonstitutionnels. Ça fait 22 ans ou 23 ans qu'on est dans cette ascension-là et qu'on a le devoir de perfectionner. On a le devoir vraiment d'aller dans ce sens-là pour ne pas faire une marche en arrière. Donc, c'est un devoir que je clame à tous mes amis, à tous mes collègues, même de l'opposition. Et vous êtes candidat à votre élection. Et surtout qu'aujourd'hui, on assume la responsabilité de l'Union africaine avec toutes les élections qui vont se passer cette année prochaine. Donc, il sera malvenu que les élections qui se passent à Moroni, ça ne se passe pas très bien. Et là, je dis, c'est pour l'intérêt du pays que les élections se passent très bien. C'est le pays qui va en gagner. Et ça va aussi... encourager les promoteurs à venir investir parce que nous avons un plan comme émergent. On va les encourager parce qu'il y a
des changements constitutionnels, mais pas anticonstitutionnels. Et vous dire, madame, que depuis 2000, nous avons la date du 26 mai qu'on fait l'investiture. J'étais investi le 26 mai 2002. Et mon remplaçant était investi le 26 mai 2006, 26 mai 2011, 26 mai 2016, 26 mai 2019. Nous, on voudrait que le 26 mai 2004, on investit un nouveau président. Donc, ça veut dire que cette date collée, ça veut dire quand même qu'il y a une stabilité. Donc, bon, sans prétention aucune, je pense que c'est peut-être les États-Unis qui ont un seul journée d'investiture. Nous, on veut faire ça. D'ailleurs, effectivement, ces élections-là, on a dû les avancer un peu, en fait les reculer un peu, parce que ça coïncide avec le Ramadan. Et pour que cette date du 26 mai 2024 puisse être la date de l'investiture, on est obligé de reculer un peu les élections pour qu'on puisse faire l'investiture. Sinon, on allait dépasser la date du 26 mai. Donc ça devient une date historique qui montre que, bon, en tout cas, il y a beaucoup à faire. On n'a pas encore gagné. Et vous mais il y a beaucoup à faire. Vous êtes candidat à votre élection? Pas encore. Pas encore. Ah, donc, les candidatures n'ont pas encore demandé. Je ne suis pas répondre à une question qui n'est pas demandée. Permettez-moi de poser une question sur la dette. Certains médias comoriens ont rapporté récemment que la dette du pays a énormément augmenté pour atteindre environ 100 milliards de CAF comoriens depuis 2017. Comment comptez-vous faire face à cela? On va y faire face. En tout cas, on n'a pas le monopole de l'augmentation de la dette. Il n'y a qu'à voir dans le monde entier. Encore comparativement à d'autres pays africains ou de pays voisins, quand même on est mieux. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que malgré ça, mais nous avons conclu un programme avec le FMI. La Banque mondiale nous a resté des pays les moins avancés, pays à revenu intermédiaire. On a signé un programme de référence avec la Banque mondiale. Donc c'est vrai, la dette est là. Mais cet accompagnement des institutions internationales, c'est un crédit qui montre qu'effectivement on a une dette, mais il faut qu'on fasse qu'effectivement on peut s'atteler à s'attaquer à cette dette. En tout cas, ce n'est pas la première fois. À chaque fois, il y a des crises qui surviennent. La crise qui vient de venir du Covid, de la guerre russe-ukraine, ça n'épargne aucun pays du monde. Donc effectivement, il y a une dette, c'est vrai, mais très sincèrement, avec nos partenaires, qu'ils soient bi ou multilatéraux, ils sont d'accord avec nous, malgré cette dette-là, mais les banques acceptent de nous donner des prêts. On a fait un prêt avec la TDB, avec la BID, pour construire de 120 millions d'euros pour construire un hôpital. Donc ça veut dire que cette dette-là, mais ça ne discrédite pas le pays, parce qu'elle est là, mais on s'y attaque, les gens nous font confiance. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.